Madame Pell, on a besoin de nous. Madame Pell, on a besoin de nous. On a besoin de nous. On a besoin de nous. Devinez qui est là. Steve. Que vous êtes perspicace. Je n'entre qu'un instant, le temps de boire une coupe entre deux surprises parties. Que vous avez frappé à la bonne porte. Bonjour et bienvenue dans On a besoin de nous, le podcast français consacré à la série Chapeau melon et bottes de cuir, toujours animé par Eric. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Et aujourd'hui, on se fait un petit épisode bilan. On avait une boîte à lettres courrier des auditeurs pleine à craquer. On a eu 6 mois très intenses sur la chaîne. On a plein d'actualités, donc c'est le moment de ne pas vous parler d'un thème, mais de faire un peu le point avec vous. Oui, on va faire un point de demi-saison, en fait, voilà. Je pense que c'était nécessaire. Pour commencer, il faut qu'on vous dise, on a une grosse actualité durant ce mois de juin, c'est qu'on a été invité sur la chaîne YouTube, le rendez-vous des cinéphiles, avec Denis, Stéphane et Pascal. On a fait un live de 3 heures pour parler de Chapeau melon. C'est le premier d'une série de lives, puisqu'il y en aura au moins un deuxième. Le premier, du coup, revient sur les 4 premières saisons de Chapeau melon et bottes de cuir. Le départ de Cathy Gale, justement, ça aurait pu être un coup d'arrêt à la série, mais finalement, ça va provoquer la venue de Diana Rigg, va provoquer certainement l'une des plus grandes réinventions de l'histoire de la télévision britannique. Avec... Donc le live est passé, c'était hier pour nous, Eric. Oui, vous étiez assez nombreux à être là. On vous remercie tous. On ne peut pas tous vous citer parce qu'il y en avait plusieurs. Et en plus, on a le plaisir aujourd'hui, à 24 heures de décalage, de voir que en replay, il fait un beau succès ce live et donc vous êtes toujours présents. Donc ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore vu, à aller jeter un petit coup d'œil en replay et on fera normalement durant l'été, je crois qu'ils veulent faire ça en juillet, la deuxième partie qui est consacrée aux saisons 5, 6 et New Avengers. Donc, voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir été présents. Nous, en tout cas, ça a été une soirée vraiment très sympathique. Merci également à nos hôtes parce qu'ils ont fait un bon boulot pour nous accueillir. Ils nous ont fait un beau plateau, quoi. Enfin, voilà, on a Oui. vraiment pu parler de la série comme on voulait. Et en plus, ils avaient des très bonnes réactions. Et pour la petite histoire, on leur avait fait un premier conducteur qui tenait en une seule émission. Et ce sont eux qui nous ont dit « Non, mais vous rentrez pas assez dans les détails. Là, on a envie d'en savoir plus. On veut savoir... les premières saisons vidéo, comment ça s'est passé. Donc on a fait bon, très bien, c'est bien, ça nous change comme exercice. Et je trouve que c'est assez complémentaire avec le travail qu'on a fait jusqu'à présent. Mais nous sommes surtout là pour dire, nous avons besoin de vous. You are needed, cher public, parce que nous allons lancer pour le prochain épisode les Avengers Academy Awards. Tiens, Steve. Quelle charmante surprise de vous rencontrer ici, ma chère. Puis-je vous dire que vous êtes exceptionnellement belle, madame. Remarquablement belle. Merci, monsieur. Buvons, messieurs, à l'enfer. Je vois que nous avons tous les éléments d'une réception. Seuls les invités manquent. Quelque chose d'important va se passer, quelque chose de très important. Oh. On va faire ça avec vous. Absolument, vous allez devoir voter pour tout ce qui concerne la saison 5. On avait déjà fait ça un petit peu pour la saison 4 l'année dernière. Là, on va le faire d'une manière différente. D'abord, on aura un invité qui viendra présenter la cérémonie avec nous. On vous fera nos top flops, on vous fera le jeu du chapeau, mais surtout vous allez devoir voter et on va pouvoir révéler donc les Oscars, qui sera la meilleure méchante de la saison 5, qui sera le meilleur méchant de la saison 5, le meilleur guest, la meilleure guest, qui sera le meilleur excentrique, le meurtre qui vous a le plus terrorisé, enfin j'en passe et des meilleurs. Vous avez un certain nombre de catégories, vous allez bien vous amuser. Il y a plein de très jolies photos pour pouvoir voter, il y a plein de très jolies vidéos. Et donc vous avez dans la description dès à présent le lien pour le sondage, donc n'hésitez pas, il faut répondre. L'idée de cet épisode, qui sera donc le dernier avant les vacances estivales, on aimerait le sortir début juillet, c'est d'avoir quelque chose d'interactif, contrairement à nos épisodes un peu professoraux où on revient en détail sur un thème. Là, on est vraiment dans du débat de comptoir, de café, de c'est quoi toi ton épisode préféré, moi j'aime bien celui-là, moi pas celui-là. Donc plus vous serez nombreux à participer, plus ce sera sympa, plus ce sera interactif, ludique. Et ce modèle du match de la saison 4 qu'on avait fait l'an dernier, là il va un peu évoluer pour vous inclure un peu dans ce grand débat. Le sondage est en ligne dès à présent, vous avez jusqu'à fin juin pour voter, après quoi nous allons clôturer les votes parce que nous il faut qu'on ait quand même le temps d'enregistrer l'émission.
Voilà. Et on vous attend nombreux pour les votes et on révélera les résultats le soir de l'émission. Voilà, absolument. Alors, il y a une petite catégorie qui sera peut-être un tout petit peu faussée, mais vous Il verrez y a bien. peut-être une petite catégorie juste pour rigoler, mais c'est pas grave, il faut rigoler quand même. Voilà. Vous essayerez de deviner lequel de nous deux est à l'origine de cette blague, mais bon. On va ouvrir cette boîte pleine à craquer qui est notre courrier des auditeurs. Ben oui, parce que comme on enchaîne les podcasts, enfin bon, c'est vrai que depuis 4 épisodes, on illustre les podcasts. Bon, évidemment, c'est beaucoup de travail. Bon, c'est beaucoup de plaisir aussi. On est très content parce que vous y réagissez vachement bien, que depuis qu'on fait ça, ça marche encore mieux, en fait, en réalité. On est très content là de la demi-saison qu'on a eue ces 6 derniers mois, parce que nos vues ont augmenté, nos commentaires ont augmenté. Vraiment, ça, la boîte courrier des auditeurs, elle est très très remplie. Donc ça nous fait vraiment chaud au cœur que vous preniez le temps de nous écrire. Très intéressant le débat que ça suscite en commentaire. Sur un épisode comme le film, par exemple, on a eu beaucoup de gens qui ont donné leurs avis sur le film. C'était vraiment chouette de voir ce dialogue s'instaurer dans les commentaires, mais aussi dans les pages Facebook, etc. Et nous, on a été un peu terrible parce qu'en fait, on a choisi des sujets qui étaient durs, qui étaient compliqués, qui étaient riches, et donc en fait, on a fait des émissions pleines à craquer aussi parce que nos 3 derniers épisodes, ils font plus d'1 heure. Et donc, il n'y avait absolument pas la place de vous répondre. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un épisode spécial pour vous répondre. Parce qu'on ne peut pas faire non plus des émissions de 3 heures. C'est pas possible. Vous avez reçu de bien jolies cartes de Noël. Vous ne voulez pas les ouvrir? Aidez-moi, Gémeaux. Je languis de vous, Tara. Je vous enverrai une carte postale. On avait déjà envoyé une de nappe. Avons des journées superbes, Tara. Je déclare forfait, autrement je vais perdre l'appétit. Alors, je te propose qu'on reprenne les choses là où on les avait stoppées. Donc, c'est à l'épisode Ne m'oubliez pas. Votre nom est bien King, Tara King. Je vous en prie, n'ayez pas peur. Je veux simplement bavarder avec vous. Qui a été très très bien accueilli. J'en profite pour féliciter notre vainqueur au quiz. Donc là, je dois féliciter Fred Abrashkov qui a reconnu donc les stock shots qui ont été utilisés dans Ne m'oubliez pas, les extraits d'autres épisodes Période et Mapil qui apparaissent quand Steed a des visions d'amnésie et se remémore Mrs. Peel. Nous avions donc Remontons le temps, Le retour des cybernautes, ainsi que Meurtre à épisode. On va attaquer les commentaires. L'essentiel, c'est que je sais que vous êtes Steed et que je suis Pell. Mais ça va nous mener où? Olivier Fayou, qui est également un fidèle de la chaîne, qui nous dit « Bravo les gars, votre complicité marche à fond dans les commentaires de ce podcast. Je cautionne l'analyse faite sur le caractère de Mère Grand lorsque vous faites référence à son alcoolisme, sa lâcheté et son côté un peu dépassé. » Fred Abrashkov qui nous fait quelques remarques aussi, qui nous dit les plans rajoutés au générique de début me semblent empruntés au générique de fin et non pas à d'éventuels rushs inédits. Je crois pas. Le Steed qui joue au golf avec son parapluie, je crois pas qu'il soit dans le générique de fin. Je crois franchement que ce plan était inédit en réalité, en fait. On sait qu'il existe des plans alternatifs pour ce générique de la saison 5 parce que quand il y a eu le film en Allemagne, la promo a utilisé des tas de plans plus longs ou un peu légèrement différents de ce générique de la saison 5, par exemple, quand Patrick Macnee met son melon en ombre chinoise. Donc si, il devait avoir plein de matériel sous la main et c'était pas compliqué. Oui, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Il n'avait pas perdu le matériel, il l'avait sous la main. Il était dans les salles, dans les stocks et dans la salle de montage. Donc, non, ils ont dû s'amuser à trouver, tu vas bien nous trouver une silhouette de Steed, et puis voilà. L'agent Tara porte le numéro 69, coquinerie. Là, il nous a un peu anticipé parce qu'on a fait un épisode juste après sur le Kinky Avengers où on a un peu répondu à sa question. Moi, je sais pas, je vois pas la coquinerie. Je te l'expliquerai hors antenne, Eric. Bon, et alors, il nous dit, et ça, c'était un truc qui nous a échappé, Steed, lors de son entrevue avec Mère Grand, parle de la ligne directe avec Washington, allusion subliminale à l'influence des Américains sur la série. Ah oui, bien observé. Hotline to Washington. Lukewarm line. Things are pretty quiet, I'm afraid. Puis ça va vraiment dans le sens de ce qu'on raconte aussi sur Clément, sur l'écriture de Clément. Alors ensuite, on passe aux commentaires à propos des 65 ans de la série.
et donc de notre ASD sur Carol Wilson qui a été très bien accueilli aussi. J'ai vu qu'il avait dépassé les 1000 vues là il y a pas longtemps, donc j'étais vraiment content parce que c'était un sujet risqué en plein mois de janvier, là où normalement YouTube est complètement mort et complètement amorphe, donc chapeau à vous. Alors, le premier commentaire, c'est Christophe Bassou, bien sûr. Intéressant podcast. J'avais entendu dans un bonus DVD que si Ian Hendry avait joué dans Police Surgeon, c'est parce que le futur producteur de cette série avait vu le comédien jouer sur la scène d'un théâtre, avait souhaité créer une série télévisée dont il serait le héros. Bah, c'est fort possible. Je vais te répondre, Christophe, je n'en sais rien parce que avant qu'il n'entre dans Police Surgeon, je connais pas la carrière de Ian Hendry. On y viendra sûrement un de ces jours, hein, bien sûr. Oui, c'est vrai que la carrière de Ian Hendry, elle a plein de films très intéressants. Là aussi, il y a des gros trous, hein, parce que on a parlé de la saison 1 de Chapeau melon qui est quasiment introuvable. Police Surgeon, c'est pareil, hein, il y a juste un épisode qui a survécu, tout le reste c'est perdu. Donc là aussi, c'est compliqué de se faire une opinion là-dessus. On a Frédéric Pinel qui nous dit merci beaucoup pour ce podcast, trop bien. Merci à vous de continuer à faire vivre la série. Alors ça nous fait plaisir. C'est le but du jeu, en fait, hein, clairement. Et grâce à vous également, parce que si avec nous deux dans notre coin, ça servira à rien. Mais, Ah bah oui. On passe à notre épisode suivant consacré au kinky. Et puis, vigoureux. Cela va sans dire. Celui-là, il vous a plu, hein. Notre épisode de la Saint-Valentin consacré au sexe dans Chapeau melon. Et c'était aussi notre premier épisode avec les images. Donc là, c'était un gros pari qu'on faisait, surtout sur un épisode comme ça. Bah, ce qu'on peut dire, c'est que ça a été un succès. Vous l'avez vraiment accueilli à bras ouverts, ce nouveau format. Par exemple, on a JY Surfman qui nous dit très sympa ce format. Illustration coordonnée au propos, un beau sujet, merci. Oui, c'est un beau, c'est sympathique, voilà. Mais comme on vous le disait tout à l'heure, c'est ce qui explique aussi qu'on a du mal à répondre à tout, c'est qu'on travaille beaucoup pour réunir toute cette doc, pour voilà, la présenter correctement, en fait, voilà. Et là, je pense qu'on commence à faire vraiment du bon boulot, hein. Oui, puis on arrive un peu plus à se répartir le travail, c'est-à-dire que Oui, toi, c'est tu as ça. quand même des facilités pour retoucher les images, donc tu prépares en amont les images qu'on va utiliser pour l'épisode. Moi, petit à petit, j'ai aussi ajouté de la vidéo. Là, dans le dernier, sur Diana Rigg, on a beaucoup plus de vidéos et je trouve que c'est très sympa. Voilà, c'est évolutif. Il faut pas s'enfermer dans une formule qui se pétrifierait d'épisode en épisode. Toujours essayer d'être un peu vivant, de voir comment on pourrait réadapter les choses. Ça va sûrement encore évoluer, de toute façon. Et on n'exclut pas de refaire quelques remakes d'anciens épisodes, parce qu'effectivement, maintenant qu'on a les images, on aurait du mal à s'en passer, et quand on réécoute certains anciens podcasts, on se dit, ça manque peut-être un peu sur quelques sujets, donc... Je pense peut-être aux 2 premières parties concernant Dame Diana Rigg. Notamment, ouais. Notamment, on y réfléchira, mais c'est une idée qui nous trotte dans la tête, ouais. Alors, Patrick Sorel, l'ami Patrick, very kinky, les garçons, ben oui, ça on le sait. Une fois encore, beaucoup de choses m'avaient échappé. Ah, bravo à vous et félicitations pour l'ajout d'illustrations. Ben, on a un public fidèle, hein, quand même, hein. Oui. Ouais, c'est cool. Ah oui, alors là, avec ce pseudonyme, Rubber Sun July. Surfeit of H2O est l'un des épisodes les plus pointus en matière de fétichisme. Tous les ingrédients sont au rendez-vous. Humidité, voire moiteur. Bottes en caoutchouc et l'incroyable tenue vinyle de Madame Pell, genre Total Look. Ouais, cela dit, elle l'utilise pas beaucoup. On la voit 2 minutes, la tenue vinyle. Elle avait été annoncée par Brian Clément, d'ailleurs, dès les premières interviews presse, en disant, on va l'habiller dans du vinyle, elle aura un collier de chien à pointe. Il était à fond, Clément, au tout début. On ne retrouvera cette ambiance humide et vinyle que dans les colonnes du magazine Atom Age. Oui, je crois qu'on l'a utilisé, d'ailleurs, quelques années plus tard. Mais entre-temps, le latex avait fait une entrée fracassante dans le petit monde fétichiste. C'est possible, je ne peux pas dire que je sois spécialiste de la chose. Mais il a raison, hein. Cet épisode, on n'en a pas parlé parce que le sexe dans Chapeau melon, c'est un gros dossier. On pouvait pas parler de tout. C'était pas le but d'ailleurs. C'était de vous donner des pistes de vous donner des lunettes pour aller regarder avec un œil coquin la série. Mais c'est vrai que cet épisode-là, il est chargé aussi. On a le cornichon aussi dans le bocal, là, cette espèce de grand... Oui, il y a le cornichon dans le bocal. Oui, effectivement. Alors ensuite, on a un commentaire de Frank James qui lui aussi est un fidèle, hein. On va peut-être arrêter de le dire parce qu'il y a quand même beaucoup de Parce qu'ils fidèles. sont tous fidèles, en fait, à part
On en découvre des nouveaux, hein, comme Monsieur Robert Angelis, mais la plupart sont des fidèles. On va peut-être lancer une religion avec tous ces fidèles. Je sais pas ce que tu en dis, Eric. Effectivement, A Touch of Brainstorm a fortement inspiré Chris Claremont et John Byrne, scénaristes et dessinateurs des X-Men, qui ont emprunté le Club de l'Enfer aux Avengers. La transformation de Phoenix en Reine Noire a beaucoup impressionné les jeunes lecteurs que nous étions. Et tiens donc, le méchant se nommait Jason Wingard. C'est intéressant, oui, ça. Hein. Oui, on l'avait évoqué. Moi, je m'étais même planté parce que j'avais dit que c'était dans les Avengers, parce que moi, je suis pas du tout un spécialiste de la BD, surtout pas des Marvel, mais... Moi, ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas une grande culture comique. Je connais beaucoup mieux la bande dessinée européenne. Et c'est vrai que on aimerait bien en parler un jour, mais je pense qu'on aurait besoin d'un invité qui s'y connaît en comics. Je pense que des figures comme l'Homme Dynamo, les Cybernautes, on peut trouver aussi des influences ou des héritiers dans les comics. Donc ça vaudrait le coup de faire avec quelqu'un qui s'y connaît bien. Oui, d'autant que je pense que les scénaristes de la télé, Brian Clément en tête, mais pas que lui, Philippe Leven aussi, ils connaissaient eux les comics. Hein. Ils savaient que c'était pas une idée idiote que d'aller regarder un peu ce qui passait dedans. Donc si vous avez des idées de personnes à inviter, vous pouvez toujours faire des suggestions. Moi j'ai vu récemment avec Eric, je suis tombé des nues, j'ai découvert les comics de Wonder Woman au début des années 70. Ah oui, quand même, quoi. Enfin, je vais pas trop dévoiler le sujet pour ceux qui connaissent pas, mais c'est très, très, très inspiré de Emma Peel et John Steed. Donc, voilà. Oui, c'est incroyable. Ils ont fait une modification du personnage de Wonder Woman. Juste, John Steed devient un personnage asiatique, mais alors sinon, il y a même le karaté, c'est impressionnant, quoi. Les Emma Peeler, c'est tout. Enfin, c'est complètement dingue. Bah, ça a dû être une parenthèse, hein, parce que personne ne se souvient de cette image-là de Wonder Woman. Hein. Mais après, c'est la série avec Linda Carter qui a écrasé cette vision. Il conclut son texte par le fantasme de l'infirmière est d'autant plus prégnant que Caroline Munro a interprété une infirmière dans l'un des épisodes de Chapeau melon. Je sais que c'est fou ce fantasme de l'infirmière. Bon, cela dit, dès qu'il s'agit de Caroline Munro, il y a des fantasmes qui tournent. Hein. Ça, elle est très, très souvent citée. Hein. On arrive à notre épisode sur le film. Alors lui, il avait particulièrement bien marché. Il y avait eu beaucoup de débats dans les commentaires sur la qualité du film. Barbu de luxe. Oh, barbu. De l'avis de ceux qui ont pu voir le premier montage, le film était vraiment dans l'esprit de la série. J'ai relu le magazine SFX qui détaille ce tournage et j'ai été ravi de découvrir dans les panels d'images que vous présentez quelques images inédites que je n'avais jamais vues. Kael, bravo à vous. Oui, non, mais c'est vrai qu'on avait fait un gros travail sur l'imagerie du film, en fait. Moi, je suis pas forcément de son avis. Moi, je trouve que le film est dans l'état d'esprit de la série, il est raté, c'est tout. En fait, ils n'ont pas essayé de trahir la série, pas du tout. Au contraire, ils ont voulu trop la respecter, ils se sont vautrés. Le premier montage, à mon avis, est une catastrophe complète. On en a beaucoup parlé, mais je pense qu'on en parle dans le podcast. Oui. Mais à force de travailler sur le sujet, on se rend compte que ça pouvait être que très mauvais. Tout ce qui a été coupé ne sert à rien, en fait. Donc bon, moi, j'aimerais bien le voir aussi, hein, évidemment. Oui. Évidemment. Bah puis on n'aurait pas mis autant d'efforts à trouver toutes ces images inédites si ça nous intéressait pas. Mais voilà, c'était aussi pour nous positionner par rapport à ce mythe de la première version perdue. Moi, je pense qu'il faut s'en méfier un peu de ce mythe, mais bon, vous avez le droit de rêver et personne ne pourra vous donner tort tant qu'on l'aura pas vu. Donc voilà. Je prends le commentaire suivant qui est de Number 6. Je me demande de quelle série cette personne est fan. Merci pour cette analyse cinématographique de The Avengers 98. Le fait que le très estimé Ralph Fiennes ne soit pas tout à fait l'incarnation de Steed est également mis en évidence par le fait qu'il perd très souvent son chapeau melon. C'est vrai, hein, il tient pas sur sa tête son chapeau melon. Hein. Oui, on lui enlève tout le temps. C'est vrai. Bah, il est l'homme de main de Sir Auguste, Eddie Izzard, portant le chapeau melon de Steed me fait penser à Alex dans Orange Mécanique. C'est vrai. C'est bien vu. J'ai également remarqué que dans le film, Steed se rend au Ministry avec sa Bentley, un peu comme l'agent numéro 6 dans le générique de la série Le Prisonnier.
C'est vrai que c'est énorme, ça. On est passé à côté. C'est Oui, mais c'est exactement vrai. un plan. Oui, ça ressemble beaucoup, oui, effectivement. Et d'ailleurs, puisqu'il nous parle du prisonnier, il nous emmène directement vers la question suivante. Je trouverais très intéressant d'analyser la relation entre ces deux séries cultes. Alors effectivement, le prisonnier The Avengers, il y a pas mal de liens à faire. On n'est pas encore tout à fait certain, mais on y réfléchit. Oui, c'est vrai que j'aime bien le prisonnier. Il nous faudrait un invité qui connaisse bien la série pour nous Ouais, guider un ben peu, j'en je connais, pense. on en connaît pour le coup, hein. Oui, pour le coup, le prisonnier a ses adeptes, Le donc je prisonnier, pense le prisonnier, qu'on devrait pouvoir en trouver. Alors, le commentaire suivant de Eric L. Music qui nous dit l'actrice que j'aurais bien vue pour interpréter Emma Peel est l'actrice Andrea Parker. Alors, moi, je la connais pas. Tu la connais, toi? Oui, oui, bien sûr, c'était l'héroïne de la série Le Caméléon. Alors, tu n'étais pas né, c'était les années 90, mais la série était sympa, je crois. Elle joue un rôle de femme flic, de femme agent. C'est vrai qu'elle avait un vrai côté Emma Peel. Oui, oui, tout le monde disait, mais c'est elle qu'il faut prendre. Justement, parce que la série était sur les écrans au moment où le film a été annoncé. Donc, beaucoup de fans disaient, mais pourquoi ils prennent pas Andrea Parker? Moi, je suis pas d'accord, parce qu'elle était trop évidente, justement. Ah oui, je viens de googler. Oui, je vois ce que vous avez reconnu en Mrs. Peel dans sa silhouette. C'est-à-dire que le personnage qu'elle joue dans cette série est inspiré par Mrs. Peel, faut quand même le dire, hein. Elle était très combative, etc. Bon, Dans tous les cas, il l'aurait pas retenu parce que c'est une actrice de télévision et que oui. eux, ils voulaient faire le grand pas vers le cinéma, hein. C'était leur Ah ouais, non, mais ambition. là, de toute façon, ils étaient sur un casting de stars de ciné, c'est clair et net, hein. Alors, on va passer maintenant à notre épisode sur les drôles de dames, qui était donc notre épisode test pour parler d'autres séries, nous décentrer. C'est Eric hein, qui nous a mis ce sujet sur la table. Moi, j'avoue que j'étais un peu sceptique au début. Je peux dire en introduction, il y a de bonnes raisons pour faire ce parallèle. Je veux dire, c'est vrai que ça se ressemble pas comme ça, mais il y a de très bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est Aaron Spelling, tout simplement, qui est Hmm. un fan des Avengers, qui les a dans la tête depuis toujours, qui voulait faire travailler Honor Blackman. Enfin, on va pas refaire l'émission, on l'a déjà faite. C'est pas sans raison. Après, maintenant, je peux comprendre que certains se disent, mais qu'est-ce qui leur prend de comparer Sabrina, Chris et Kelly avec Emma Peel, Tara King et oui, mais il faut nous écouter et il faut comprendre que les drôles de dames, elles viennent de Chapeau melon, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Bah, c'était un peu provoquant hein, de base. Hein. C'était aussi l'hameçon de l'épisode. Oui, 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 bien sûr, il y avait un petit côté provoque. Mais on le refera sûrement avec d'autres séries, peut-être même avec des séries plus actuelles d'ailleurs, en fait. Alors, nous avions un quiz dans cet épisode. Je vous avais laissé ce mystère. Quel est le seul interprète et le seul réalisateur à avoir travaillé avec Charlie et ses drôles de dames et avec Chapeau melon? Alors, vous m'aviez fait plein de suggestions. Vous m'aviez fait douter. Vous m'avez dit qu'il y avait Ray Austin dans les drôles de dames. J'ai vérifié. Non, il y a un homonyme, mais c'est pas le Ray Austin de The Avengers. Pareil, vous m'avez dit qu'il y avait Ronald Lacey dans les drôles de dames, j'ai vérifié, j'ai fait après tout, je connais pas très bien la série, donc peut-être. Non. Donc le comédien qui est le seul comédien qui a joué a priori dans les deux séries, c'est Sir Christopher Lee. Oui, absolument. Et alors, dis donc, autant il était gâté dans Chapeau melon, autant dans Les drôles de dames, il est pas gâté. Il est dans un très mauvais épisode. C'est celui qui a introduit Tanya Roberts, l'épisode. C'est le premier épisode en deux parties. Et donc le réalisateur, c'était Don Chaffee, qui a réalisé par exemple L'étrange hôtel pour la saison 6, qui a aussi travaillé sur Le prisonnier et qui donc a fait plusieurs épisodes des drôles de dames. Et donc bravo à Adrien. Alors, on a Adrien, qui, c'est le même, hein, Oui, c'est j'imagine. le vainqueur du quiz. Adrien CHZ, analyse comparative très intéressante et très bien menée entre les deux séries. En revanche, quelques petites inexactitudes. Farrah Fawcett n'avait jamais signé son contrat à cause d'un différend avec Aaron Spelling sur les droits que celui-ci voulait percevoir sur les ventes de son fameux poster. Mais quel culot, il n'avait rien à voir avec ce poster, il n'avait absolument pas à lui demander de la... Je trouve ça incroyable en fait. Elle en a ainsi profité pour partir à la fin de la saison 1 n'ayant rien signé du tout. Là, elle a un petit côté de George Lazenby, elle, hein, en fait. Mais s'en est suivi une bataille judiciaire de plusieurs mois entre Spelling et Fawcett, ce qui a d'ailleurs empêché l'actrice de tourner ailleurs pendant ce temps-là. Finalement, un deal a été trouvé avec Spelling, levant les poursuites contre l'actrice à condition qu'elle revienne en guest pour 2 fois 3 épisodes. Eh ben, écoute, je savais pas du tout ça, en Moi non fait. plus. Je vois que tu aimes beaucoup Farrah Fawcett, eh ben, je te dis, Adrien, moi
aussi. Après, j'ai fait dans l'émission une remarque sur Jacqueline Smith. En fait, c'est une remarque d'ordre général. Alors, je lis quand même ton texte. J'aime bien Jacqueline Smith, mais ce n'est pas elle qui a fait la plus belle carrière après la série. C'est exact. Elle a fait une très belle reconversion comme femme d'affaires, notamment dans la mode, mais est restée scotchée à des téléfilms et mini-séries par la suite. C'est bien Farrah Fawcett qui s'est fait le mieux reconnaître ensuite pour ses talents d'actrice, à la fois au théâtre, à la télé, c'est exact, en incarnant notamment des héroïnes historiques, Beat Glassful, Barbara Hutton et Margaret Bourke-White. Il va falloir qu'on s'y intéresse. Et également au cinéma, Extremities, c'était très bien, Dr. T et les femmes, où elle s'est à chaque fois distinguée par de nombreuses nominations aux Emmys et aux Golden Globes, tournant même sous la direction de grands Robert Duval et Robert Altman. Oui, mais en même temps, le problème, c'est qu'elle a jamais trouvé son rôle au cinéma. Alors, je suis entièrement d'accord, de toutes les drôles de dames, c'est elle la seule star, au final. Je pense que son problème avec Aaron Spelling a été responsable de beaucoup de catastrophes dans sa carrière, mais malheureusement, les premiers films qu'elle fait sont pas bons, alors que il y avait je me souviens du film de science-fiction, c'était quand même Stanley Donen qui était collé, qui aurait pu être très sympa, avec Kirk Douglas en plus, avec quand même la partenaire de Kirk Douglas. Le film n'a pas marché, il n'est pas très bon. Elle n'a pas trouvé son rôle au cinéma, mais après, c'est vrai qu'elle l'a trouvé au théâtre, où elle a eu des très très bonnes critiques. J'aime beaucoup Farrah Fawcett, je pense toujours à elle, parce que le jour de l'anniversaire de sa mort, parce que la pauvre, elle est décédée en même temps que Michael Jackson. Merci en tout cas Adrien de creuser ça, d'enrichir un peu, parce que nous n'avons pas la culture Angel au même on n'est pas des spécialistes des anges, quoi, non, c'est sûr. Voilà, c'est sûr que sur ces épisodes séries, on va sur des terrains qu'on connaît moins, et c'est aussi ce qui nous intéresse, voilà. Alors on a Guy Albert Benatar, tirés par leurs cheveux, leur analogie. On comprend qu'ils aiment les drôles de dames, mais ils n'étaient pas obligés de faire cette pirouette. Non, il n'y a pas de pirouette. Deux séries si peu semblables, il y a tant à dire sur Chapeau melon, même sans évoquer une série américaine des années 70. Bref, on tourne en rond après le film ciné. La prochaine fois, la carrière de Linda Thorson au théâtre, ça paraîtra mieux comme auteur de vue. Waouh, vous êtes dur, Guy, franchement. Même si en fait, de toute façon, on va vous faire plaisir parce qu'on va se faire plaisir surtout nous en faisant ce que vous évoquez. C'est prévu depuis un bout de temps, mais au rythme de un podcast par mois, c'est très difficile. Là, on en est au 3e sur la carrière de Diana Rigg. Il a très bien marché, on est super content. Les prochains podcasts carrière, c'est Linda. Voilà, je vous l'annonce. On va commencer à bûcher cet été. D'ailleurs, moi, je vais avoir un été je vais travailler sur sa carrière que je connais déjà très très bien. Et effectivement, c'est une grande carrière théâtrale. Maintenant, c'est pas gentil de nous dire que nos précédents podcasts sont tirés par les cheveux. C'est normal de parler du film, il est hyper controversé. Du coup, Guy Albert, on a vu que vous aviez envoyé plusieurs messages. On vous met en description de cet épisode notre adresse mail. Ce sera plus simple pour communiquer. Et si vous voulez proposer votre participation à un futur épisode sur la carrière de Linda Thorson, c'est avec plaisir, mais il faut nous écrire à cette adresse mail qu'on prenne contact. Voilà. Et j'en profite pour saluer Dutheil Olivier, qui lui aussi est un fidèle et qui réclame à chaque épisode la carrière de Linda Thorson. Bon, je pense que ce qu'on vient de dire va vous faire plaisir, Dutheil Olivier. La carrière de Linda Thorson sera bientôt sous notre projecteur, donc voilà. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens, je pense. Ensuite, on a Tédé Liran qui nous fait un retour également sur Charlie et les drôles de dames, le trio initial de Charlie Angels. C'est de loin le meilleur, c'est un peu Emma Pell divisé en 3 dames. C'est vrai, mais c'est pas une mauvaise interprétation. Cerveau, sportivité et charme. Kelly est celle qui me fait le plus penser à Emma, c'est vrai également, en bien des points, c'est donc ma préférée. Jill serait plutôt Purday, et Chris à son entrée dans la série me fait penser au début de Tara. Quant à Sabrina, c'est peut-être une Cathy des années 70. Et pas mal son analogie, qu'est-ce que tu trouves, Eric ? Oui, c'est rigolo. Ça, je trouve ça un peu tiré par les cheveux, en revanche. De toute façon, en parlant des drôles de dames, on est forcément capillotracté, on n'a pas le choix. Vous avez écarté Jamie Summers des héroïnes comme modèle pour les jeunes femmes de l'époque à cause de sa petite transformation technologique. Au contraire, Lindsay Wagner en avait fait un personnage extrêmement attachant, charmant et vulnérable dans des tenues de tous les jours, ce qui permettait aux demoiselles de ma génération de pas mal s'identifier à elle, contrairement à Wonder Woman, qui avait plus de mal à passer inaperçue. Tu m'étonnes. Le fait est qu'on a décidé que c'était des séries de science-fiction et qu'on ne pouvait pas mélanger les deux genres. Donc, et Wonder Woman et elle ont été écartés. Bon, voilà. Mais après, effectivement, si on pense à
à l'image de la femme dans ces années-là, bah, elle compte toutes, évidemment. Mais Oui. c'est pas la même chose. Lindsay Wagner, effectivement, avait amené une douceur, quelque chose que moi je trouvais un peu niais à l'époque, en fait, en réalité, mais je comprends qu'elle était plus proche des jeunes femmes de son époque, oui, tout à fait. Moi, je connais pas, hein, Mais il va falloir que je te fasse découvrir. Et d'ailleurs, je connais pas la série aussi, la série pour vous, qui s'impose comme une évidence dans les rapprochements que l'on pourrait faire avec Chapeau melon. C'est les Mystères de l'Ouest. Alors je sais que ça fait partie des trucs que je dois rattraper. Hein. Eric Joris aussi qui m'en a beaucoup parlé. Moi, ça m'est toujours très agréable de regarder un épisode des Mystères de l'Ouest, parce que je regarde Robert Conrad, je fais pas attention au reste. Oui, les analogies, je dirais les tenues de Robert Conrad avec les Emma Pillers. Aussi moulant et aussi bleu. Et oui, ça serait intéressant, mais comme je le disais tout à l'heure, ça serait de prendre Chapeau melon et ses enfants dans les 60s, en fait, tu vois. Tu vous évoquez aussi Mission Impossible. Alors moi, pour le coup, ça c'est une série que je connais bien. Mais là, oui, comme vous le dites, je vois beaucoup moins le rapport avec nos Avengers. Enfin, il y en a, mais Oui, il y en a, mais ils sont tenus. On peut parler d'héroïnes de grande valeur. Enfin, non, c'est des univers complètement différents. Moi, j'ai une grande admiration pour Mission Impossible, justement parce qu'elle a créé son propre univers. On passe à notre dernier épisode en date, l'épisode sur la carrière de Diana Rigg, qui est donc contre toute attente notre meilleur résultat pour le moment sur un épisode carrière Diana. Donc merci à vous. Et on commence par un gentil commentaire de Chapeau melon et bottes de cuir, notre fameux site internet. Je salue la personne qui est derrière ce commentaire parce qu'on échange quelquefois en privé. Oui. Quel travail, j'ai adoré entendre Diana Rigg chanter dans Meurtre au soleil. La scène est absolument hilarante, j'en ris encore. Tu nous parles aussi de David Suchet en Hercule Poirot. On se comprend entre fans de David Suchet. Et en conclusion, je dirais ceci, you're the top. Bah merci, c'est très sympa. Oui, c'est très sympa. Et puis comme à chaque fois, c'est toujours très sympa de signaler ce qu'on fait, en fait. Alors, on continue avec Dame Diana. T'es délirant qui revient. Alors, passionnant, quelle actrice incroyable cette Diana. Vous donnez vraiment envie de découvrir Three Piece Suite. On est d'accord, Meurtre au soleil est le meilleur film de la collection. Je vois qu'Eric a été aussi sensible que moi au maillot de Nicolas Clay. Oui, je l'avoue, oui, absolument. Mais je trouve quand même le Crime de l'Orient Express bien meilleur que Le Miroir se brisa. Bah, je viens de le revoir, Le Miroir se brisa. Je sais plus si j'ai été un peu déçu par Le Crime en le revoyant il y a pas très longtemps. Je suis surpris qu'il polarise autant, moi, Le Miroir se brisa. Ça a été une vraie contre-performance. C'est le canard boiteux de la saga Agatha Christie au cinéma en termes de box-office. Je me demande si c'est pas la mise en retrait de Marple, moi, qui pose problème dans. Et puis c'est un épisode qui est beaucoup moins exotique, beaucoup moins art déco. Bon, il y a l'exotisme de l'Angleterre aussi, mais bon, je pense que c'est le retrait de Miss Marple qui pose problème et l'absence de la grande réunion finale, parce que Oui. le roman ne fonctionne pas comme ça, en fait, voilà. Bah, Miss Marple, c'est aussi moins cinématographique que Hercule Poirot, donc c'était aussi plus risqué. Oui. Et d'ailleurs, c'est ce que vous nous dites après dans le reste du commentaire, c'est vous nous recommandez chaleureusement les 4 opus de Miss Marple, réalisés par George Pollock avec la géniale Margaret Rutherford. Je laisserai les gens lire votre long plaidoyer en sa faveur, mais moi, vous me donnez bien envie. Hein. Moi, ça me donne bien envie de découvrir ces Miss Marple, je les connais pas. Moi, en fait, j'en ai vu un, je m'a laissé un super souvenir, j'adorerais trouver les 4 d'un coup Ouais, ce serait vachement bien qu'ils en sortent un coffret, je sais pas où bah oui, qui ça serait distribue sympa. ça, qui a les droits de ça, mais et donc du coup, T'es délirant nous conseille le train de 16h50 et Lady Détective entre en scène. Alors, on a Le Fougnou, 475. Bonjour et félicitations pour ce podcast. C'est toujours un RDV que j'attends avec impatience. Petite question. Ils ont retiré les épisodes de Chapeau melon de Madeleine, Ina. Je ne les trouve nulle part ailleurs. Est-ce que quelqu'un sait comment y avoir accès à nous? Le deal avec Madeleine est terminé. Vous avez encore les New Avengers sur Madeleine qui sont présents, mais pas dans leur version restaurée que propose Non, Studio bah non, 4. bien sûr. Et bon, bah, moi, je leur avais posé la question à Madeleine. Il m'avait dit, mais c'est pas du tout impossible que ça revienne. Mais en même temps, on a vu de y avoir des bras de fer quand même un petit peu. Je pense qu'il y a beaucoup de plateformes et beaucoup de personnes qui aimeraient avoir Chapeau melon dans leur catalogue SVOD. Oui. Vous vous rendez pas compte, mais c'est une guerre hein, qui se livre entre tous ces géants. Le marché du DVD, maintenant, c'est devenu un marché de collectionneurs et de niche que nous nourrissons à notre propre échelle avec Eric.
Mais le gros du marché maintenant, c'est le streaming. Et voilà, ce sont des valeurs et je pense qu'ils s'en rendent compte dans cette guerre du streaming de la valeur du produit chapeau melon. Oui, et donc du coup, c'est pas facile de l'acquérir, hein. Nous avons Mimixéa, c'est pas la première fois qu'on a ce pseudonyme, hein. Il nous dit une troisième partie formidable, toujours aussi riche en informations et agréable à écouter et à regarder. Et je suis vraiment heureux de la part importante accordée aux adaptations d'Agatha Christie, des films que j'aime énormément. Rien à voir avec les tentatives récentes. Tu m'étonnes, oui, effectivement. Les tentatives récentes, c'était un peu de la daube, non? De Kenneth Branagh, il y a eu du moyen, de la très grosse daube et du surprenant. Voilà, pour résumer mon avis sur les 3 films. Écoutez, ça me fait plaisir parce que effectivement, on a fait une grosse partie sur Agatha Christie. C'était pas du temps dépensé inutilement. Par rapport à Diana, c'est un film qui compte dans sa carrière parce que ça fait partie de ces quelques films qui seront régulièrement rediffusés. C'est important de passer un peu de temps dessus. Voilà. Et on continuera à parler d'Agatha Christie dans le prochain épisode carrière de Diana parce qu'on a Absolument. une autre adaptation qui arrive. Voilà, nous sommes au bout de notre sélection courrier des auditeurs. Je vous invite toujours à aller voter pour les Avengers Academy Awards. Et donc, on se donne rendez-vous en juillet pour la cérémonie des Avengers Academy Awards spéciale saison 5, mais également pour la deuxième partie du live chez nos chers amis, le rendez-vous des cinéphiles. Et nous, avant de vous laisser, on va vous faire écouter un bêtisier. Qu'est-ce que tu as encore mis dans ce bêtisier? Parce que moi, je me souviens jamais des trucs que tu mets dans les bêtisiers. Va falloir la refaire. Oui, la séquence complète, mais cette fois toute fait la maîtriser. Ah, je ne sais même plus comment s'appelle cette île. Sandorca, bien sûr, mais en vrai, c'est le château. Attends, on va le retrouver. C'est Elian Donan Castle. C'est toi qui vas le dire. Je sais pas comment on dit. Alors aujourd'hui, on n'est pas juste un. Alors aujourd'hui. T'arrêtes. Je suis perdu là. Je me suis perdu. Là c'est le cas dans Pif, mais on a aussi d'autres exemples en tête, je crois, Eric. Là tu me prends au dépourvu. Et nous nous laissons sur un choix musical auprès de ma blonde. Et il n'en est pas question. Qui sera... Voilà, je viens de faire mon tunnel, Eric Casalo a parlé. Et même éventuellement, pardon. Donc non, ça suffit. Je voulais dire quelque chose, mais je sais plus quoi. C'était quelque chose d'aimable, c'est dommage. Voilà. Est-ce que Eric nous a rejoint entre-temps? Oui, je suis mort de rire de cette pastille qui m'a eu l'air très difficile à mettre en place. Voilà, après, on vous reparlera de la fin de la saison 6, pardon, parce que ça va mal au château. Et en revanche, c'est très intéressant ce que vous soulignez sur les cybernautes, parce que la question que je poserais moi, c'est pourquoi il n'y a pas eu de cybernautes en saison 6 avec Tara King. C'est justement... Et tu vas encore essayer de défricher le prochain SD. Je t'en empêche à chaque podcast et tu vas encore y aller. je me tais, j'en parle pas. Il y aura sur le lot des choses qu'on va un petit peu cutter. Je ne pense pas, non. Tout ce que nous disons est absolument génial, on ne peut pas le cutter, hein. C'est pas possible. Non, mais quand j'aurai cuté toutes tes erreurs, là... oui, j'avais une question quand même avant de lancer. Est-ce que tu as une recommandation? Ah non, je n'ai pas de recommandation. Oui, une question plus simple. Oui, pour que Eric ait au moins une bonne réponse dans la soirée. Ah! Espèce de saloperie. Bruit de vagues et de mouettes. Eric, est-ce que tu veux faire la mouette? Ah non, les mouettes, j'en ai ras le cas, j'ai les goélands en dessous de ma terrasse toute la journée, fin de l'été 67, alors que la saison va s'arrêter. J'essaye de parler parce que mon collègue en profite pour manger un cookie, donc il ne peut plus rien dire, évidemment, donc il faut que je meuble, j'ai pas d'autre choix, donc voilà. Je te vois boire maintenant, attention, hein, je te surveille. Oui, mais quand je te dis que je vais me servir un verre, c'est bien pour en faire quelque chose. Pas d'alcool à l'écran, hein. Mais on n'est pas à l'écran. Ça va être en fait l'équivalent d'un... Bon alors là, c'est... Recommence à zéro, lance 4 de sang. Réalisé par Douglas Hitchcock. Douglas Hitchcock. Bon, je sens comme une fatigue.
On fait une petite pause, on va relancer Théâtre 200. Et donc, ça sera pas elle, et ça sera, comme on le sait, ben voilà. Julie Stevens. Julie Stevens. Le fait est que Batman et le bondage, ils vont très très loin, et puis en plus, ils impliquent la sexualité de Batman et Robin. Là, en ce moment, il y a un site internet sur où ils font intervenir l'IA sur Batgirl. En fait, c'est vraiment drôle à mourir, parce que c'est que des trucs de cul, disons-le clairement. L'ami Antoine ayant un hoquet soudain, alors qu'on s'apprêtait à parler de nourriture, c'est quand même contrariant. Je ne vais pas faire d'épisode comme ça. L'émission va être malheureusement interrompue quelques instants. Et à bientôt dans un nouvel épisode de On a besoin de nous. À bientôt, Antoine. À bientôt, Eric. Ah putain, c'est rare qu'on en ait fait des. Il a été dur, non? Oui. Que d'avoir un blockbuster qui a raté sa cible. Les méchancetés. Ouais, je sens des petites piques. Je sens une certaine agressivité parfois, Eric. C'est pour ça que je me suis permis de te reprendre avec tendresse et amitié. Eric quitte le plateau. On ne me traite pas comme ça, monsieur. Je suis Muriel Robin, je quitte le plateau. Eric. Cela dit, je vous annonce que les Drôles de Dames sont en reboot en série, hein, à nouveau. Eric, ne commence pas à nous parler des Drôles de Dames, va sur ta recommandation. À bientôt. Dis donc, Christiane Latex, elle va dire là, les papoteries là, sans fin. Christiane Latex. Parce que en général, c'est 1 heure, alors il balance 3 heures à Christiane Latex, elle va pas en venir. Alors là, tu me fais marrer parce que c'est exactement ce que je. Oh putain, les pipelettes. Eh bien, au revoir, monsieur Steed. C'est un comédien qui a vraiment lu Agatha Christie et qui sait exactement où positionner son poireau entre la comédie et le premier degré. Et il y a des vrais choix d'adaptation, notamment l'Orient Express. Ils partent du principe qu'on s'en fout du coupable. La question, ils vont aller contre le choix final d'Agatha Christie, puisqu'Agatha Christie bien positionner son poireau. Tu pourras le vérifier au montage. Tu vois pas, je suis mort de rire, j'essaie de pas te couper. Ah oui, parce qu'en plus, moi j'ai mon conducteur là sur ta tête, donc je ne t'ai pas vu rire. Oui, donc tu ne vois pas, mais je ris comme un tordu tout ça. Je dis, faut pas que je fasse de bruit. Mais non, on s'en fout parce qu'on est sur 2 pistes, donc c'est bon.